Salut, salut la team, salut, salut à tous. Salut, salut la famille. Voilà, c'est l'heure de votre breakfast avec votre humble serviteur Google, toujours en connexion. Salut à tous, salut à la famille. Salut, 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 salut. Alors, vous voyez une photo en arrière-plan que j'ai mis du prince de Doha, voilà. Et parce que là, du coup, je n'ai pu avoir le matériel nécessaire pour réduire l'image. Donc voilà, il y a au total 3 personnages derrière moi. À gauche, il y a le président du Rwanda, Paul Kagame, et à droite, il y a le président du Congo, Tshisekedi, et au milieu, le prince du Doha. Donc voilà. Alors, et il faut savoir que le prince, c'est l'ami de Tshisekedi. Là où Tshisekedi a construit ses maisons, là où Tshisekedi dépose tout son argent qu'il gagne au Congo, donc c'est là-bas, au Qatar. Voilà. Donc après le pouvoir, on peut dire, Tshisekedi ne se rendra plus en Belgique comme on estimait avant. Donc son prochain pays, pour passer la fin des... son prochain pays, pour passer la fin des débats, ce serait bien le Qatar. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite, mais c'est le Qatar. Alors, une rencontre inattendue, une rencontre surprise. Alors, pourquoi cette rencontre à la place de celle d'Angola à Luanda? Parce que le 17 mars, c'était entendu une délégation du M23 face au gouvernement congolais avec comme qui médiateur João Lourenço, le président d'Angola. C'était le 17, donc c'est-à-dire le lundi. Alors, subitement, à la place de voir le gouvernement congolais se présenter en Angola, et bien sûr, le président angolais avait envoyé un avion en Ouganda pour récupérer le 5 membres délégués du M23 pour représenter l'alliance du fleuve et le M23. Et l'avion est retourné en Angola vide. L'Angola, on s'est posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, on comprend qu'il y avait un coup de fil au niveau du Doha entre le prince Paul Kagame et Tshisekedi. À notre grande surprise, le même lundi, à 15h, on voit à la télé les 2 présidents de 2 pays ennemis se rencontrent enfin. Parce que Tshisekedi disait toujours qu'il ne va pas discuter avec le M23, c'est une coquille vide. Leur bourreau, leur patron, c'est Paul Kagame. Lui, il va étroitement discuter avec Paul Kagame. Alors, lorsqu'on disait que le M23, c'est l'armée rwandaise, vous en doutez. Le M23, c'est l'armée rwandaise. Vous savez, Joseph Kabila a fait un très bon travail. Moi, je veux dire un travail de prestation. À l'époque où il était encore président de la République, il achetait des armes pour la République démocratique du Congo. Mais en réalité, ces armes n'étaient pas destinées pour le Congo. Ces armes partaient directement au Rwanda pour préparer le M23. Parce qu'il savait que s'il quitte le pouvoir, il a toutes les manœuvres pour retourner au pouvoir. Kabila. C'est-à-dire, du fait de donner le pouvoir à Tshisekedi, c'était juste une esquive. C'était juste un geste de momentanément.
que non, donnez-le, il ne fera rien. On a tout verrouillé, on a tout fait, on a acheté beaucoup d'armes. C'est pour cela qu'on nous disait que le M23 est mieux armé que l'armée congolaise. Et puis on se posait des questions. Qui arme le M23? On croyait que c'était les États-Unis. On croyait que c'était, voilà, c'était l'alliance des Américains qui soutenait le M23 armement. Or que tout a été déjà déjoué bien avant que Tshisekedi était naïf. Il croyait, bon je ne sais pas, parce qu'un jour il a dit, les gens lui considèrent comme un naïf, un homme qui ne sait rien faire, un homme qui ne parle pas, mais à la fin, ils comprennent que non, c'est un homme qui réfléchit, un homme qui parle bien et un homme qui fait tout. C'est ce qu'il a dit lui-même, hein. Mais on ne sait rien de lui. Parce que la plupart des gens les traitent d'idiots, des naïfs, d'un homme insensé, d'un homme qui n'a jamais été sur le banc de l'école, la plupart des gens. Mais la question qui se pose là, pourquoi depuis ces temps-là, Kabila n'arrive pas à récupérer son pouvoir qui avait laissé à Tshisekedi? Et une deuxième question, est-il vrai que Kabila un jour retournera à la tête du Congo? Pour les Congolais, je ne crois pas. Ce monsieur-là, sa place, c'est dans une cellule de prison. Sa vraie place, Kabila. Un traître, un intrus et un Rwandais qui était devenu par la suite président d'un autre pays que le Congo. Alors, les gars, ils ont évoqué un cessez-le-feu à Doha. Qui ordonne maintenant les commandements sur le terrain? C'est Nanga ou c'est Paul Kagame? Parce qu'ils ont signé. Qui ont signé? Ce sont des chefs militaires qui ont signé. Tshisekedi est le chef, commandant en chef de forces armées congolaises. Alors si Kagame a signé, donc c'est bien lui, le commandant en chef du M23 et du fleuve Congo. N'est-ce pas, non? Est-ce que vous me comprenez? Jusque-là, vous me comprenez bien. Malgré tout, il y a un vent qui tape, mais ne vous en faites pas. Il y a un vent fort qui souffle, mais ne vous en faites pas. Ça ne va pas m'empêcher de continuer. Merci pour ceux qui tapotent. À chaque fois que je fais un live, il y a des gens je ne sais pas pourquoi vous ne tapotez pas. Vous savez comment ça marche. Et pendant un live, il faut que vous tapotez pour manifester votre soutien à l'auditeur. Voilà, il faut manifester votre soutien. Que voilà, on est en connivence, on est ensemble avec lui, on crée une communauté, voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est une question de communautarisme. Vous voyez, c'est une question de communautarisme. Est-ce que ce que je vous parle comme message, ça rentre facilement ou pas? Ce sont des petites questions qui nécessitent des réponses. Tshisekedi à Doha, on l'attendait à Luanda et du coup, on le voit à Doha. Mais les gars, ne vous en faites pas. Lorsqu'on a annoncé des échanges économiques et de sécurité entre le Congo et les États-Unis, n'oublie pas que le Qatar, c'est le bouc émissaire des États-Unis. N'oubliez pas que le Qatar est le bouc émissaire des États-Unis. Et maintenant, parce que vous voyez même sur pas mal de choses, c'est le Qatar qui commence à récupérer pas mal de choses que faisaient les États-Unis avant. Par exemple, l'organisation de la boxe anglaise était à New York City depuis longtemps, à Los Angeles depuis longtemps. Des grands combats de boxeurs se sont tous déroulés aux États-Unis. Un tout petit peu en Angleterre, parce que c'est l'oncle. Mais maintenant, c'est l'Arabie Saoudite qui prend tout
et le Qatar. Salut. Alors, là, il faut voir une chose. Parce que, comme je vous ai dit, les États-Unis commencent maintenant à envoyer les Qatar pour des discussions dans des pays où il y a la guerre, dans des pays où il y a des conflits, tout et tout. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour rien que Tshisekedi et Kagame se retrouvent à Doha. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Flavien. Merci à tous ceux qui tapotent. Merci à vous. Merci. Merci à ceux qui tapotent. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, les signataires des traités de paix sont deux présidents de deux pays qui sont des commandants en chef des armées. Donc maintenant on comprend que le commandant en chef du M23 et du fleuve Congo s'appelle Paul Kagame. Pourquoi il le refusait depuis longtemps? Pourquoi il le refusait? Il disait non, ce n'est pas à moi de discuter avec Tshisekedi, c'est au M23. Donc là, le Rwanda même comprend que si les États-Unis, qui est le commanditaire numéro 1, l'homme qui triche, l'homme qui calcule tout et l'homme qui manigance tout sur le terrain, est maintenant derrière la RDC. Alors, les choses, vous voyez, hier, le Rwanda a fermé son ambassade en Belgique. Et la Belgique a dit, mais non, ce monsieur commence un peu à aller loin. N'oublie pas, au mois de septembre, la Belgique a voté massivement pour sanctionner le Rwanda. La Belgique, au mois de septembre. Et au mois de janvier, quand la Belgique voulait fermer son ambassade, et quand la Belgique voulait retirer son aide vers le Rwanda, et le Rwanda se précipite directement pour dire que non, à partir de maintenant, on ne veut plus l'aide de la Belgique au Rwanda. Mais là, ça y est, c'est fini. L'Union européenne ne va plus envoyer son aide de 20 millions pour le Rwanda. Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Et l'Union européenne interdit tout échange commercial de matières premières, de coltan, de cobalt, entre le Rwanda et l'Union européenne. Tandis qu'il y a 6 mois passés, c'est l'Union européenne qui était le premier acheteur du Rwanda. L'Union européenne était le premier acheteur du Rwanda. Et maintenant, ça y est, c'est fini. L'Union européenne ne veut plus acheter de la matière première au Rwanda. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait de plus? Il ferme tous les gisements qui produisent le coltan et le cobalt. Donc, plus besoin de vendre notre cobalt à l'étranger. Or que le premier partenaire du Congo, depuis 2006, c'était la Chine. Et qu'est-ce qu'ils ont détecté? Ils ont fait bon, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Américains qui ont envoyé des rapports de communication, des échanges commerciaux entre les États-Unis et la RDC. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont compris que la Chine achète aussi le cobalt au Rwanda. Oh. La Chine qui est notre premier partenaire, qui exploite presque plus de 42 gisements de minerais de cobalt au Congo, la Chine fait le détour pour venir encore acheter des matières premières au Rwanda, qui est le pays agresseur du Congo. Aujourd'hui, on se pose la question, je vous ai dit ça hier, pourquoi les soldats du Rwanda et du M23 portent la même tenue militaire que les soldats du FARDC, du Congo? Parce que ces tenues-là sont fabriquées en Chine. Maintenant, vous comprenez maintenant que c'est lui qui a tout fait, parce que c'est Kabila qui a acheté avant.
il y en avait beaucoup, des milliers de stocks en stock. C'est Kabila qui faisait ça. Donc, Kabila était en liaison directe avec Paul Kagame. Et Kabila préparait déjà le M23 depuis 2014. Depuis 2014, Kabila préparait déjà le M23 en coulisses. Ils achetaient des armes au nom de la RDC avec l'argent des contribuables congolais. Mais ils envoyaient des armes au Rwanda pour préparer des troupes du M23. Ils étaient dans les camps militaires de Kampala, en Ouganda, et quelques camps militaires rwandais. Vous voyez maintenant comment Kabila a fait? Il a bien planifié. Il savait que si aujourd'hui Tshisekedi refuse de remettre le pouvoir entre les mains de Tutsi, ils ont des moyens de renverser le pouvoir. Il savait, c'était un plan. Un plan après Tshisekedi. Vous comprenez? C'est pour cela que vous ne pouvez pas imaginer pourquoi la tricherie des élections, les opposants congolais n'en parlent pas. Tshisekedi a triché les premières élections, ce n'était pas lui. Ça, ce n'était pas lui. C'était Nanga, Kabila et Kagame. Les premières élections où, comment ça s'appelle, Fayulu avait obtenu plus de pourcentage que Tshisekedi. Là, à l'époque, ce n'était pas Tshisekedi. Et ils ont fait des deals, ils ont dit, bon, ces mecs, on va le manipuler facilement. On va les contrôler de près ou de loin. Mais les deuxièmes élections, directement, la famille Kabila n'a pas voulu participer. Parce qu'ils ont compris que, ah non, ces messieurs commencent à changer le plan, le schéma que nous avions mis en place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucun candidat de la famille présidentielle ou de Kabila. Alors, moi je vous ai dit, vous voyez comme Kabila ne voulait pas participer, envoyer quelqu'un pour participer aux élections, parce qu'ils savent que c'est Tshisekedi qui va gagner. Et tout le monde savait. Tout le monde savait que ces élections, c'est du passe-temps. C'est Tshisekedi qui va remporter. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous quitté le Congo. Et je vous signale que Kabila a fui. Il est allé au Katanga, à Lubumbashi, pour se reposer dans sa villa. Or que ce n'était pas le repos qu'il a planifié. Il a planifié une autre chose. Il donna un peu d'argent à la frontière de Kasumbalesa et avec ses voitures, son jet était déjà en Ndola, en Zambie. Ils ont pris le jet et ils sont allés en Namibie. C'est à partir de Namibie. Vous savez, il y a une semaine, l'ex-président sud-africain lui a fait un rappel en Afrique du Sud. Il a dit que le schéma que vous avez choisi, ça ne vous donnera pas une victoire. Il fallait choisir un autre schéma. Le président sud-africain lui a rappelé qu'actuellement, il y a beaucoup de pays. Hier étaient des pays qui soutenaient le Rwanda. Mais aujourd'hui, tous ces pays sont derrière la RDC. Y compris la Belgique, si longtemps, n'a pas manifesté sa bonne volonté derrière la RDC. Mais aujourd'hui, la Belgique s'est dit, non, ça y est, c'est fini. Trop, c'est trop. Nous sommes derrière le Congo. Et tout le monde est maintenant derrière le Congo. La Chine, lorsqu'on a détecté que la Chine achetait des minerais au Rwanda, qu'est-ce que la Chine a fait? Au Conseil de sécurité, la Chine a voté oui pour le Congo. Et il a promis des sanctions contre le Rwanda. Et le Rwanda maintenant est isolé. Isolé, les gars. Isolé. Le Rwanda est isolé. Tapotez-moi, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Merci beaucoup à ceux qui tapotent. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci pour vos cadeaux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça fait chaud au cœur. Alors, les gars, le Rwanda est isolé. Ce n'est pas pour rien que Paul Kagame a accepté précipitamment d'aller négocier avec Tshisekedi à Doha. C'est les États-Unis, c'est l'ambassade des États-Unis qui est à Kigali, qui a envoyé un fort message à Paul Kagame de discuter avec Tshisekedi pour que la paix revienne à l'est du Congo. Pour que la paix revienne à l'est du Congo. L'est du Congo n'appartient pas au Rwanda. Que ce soit Nord Kivu, Sud Kivu, n'appartiennent pas au Rwanda. Ce sont des provinces de la République démocratique du Congo. S'ils avaient un calcul qu'un jour, ils pouvaient annexer le Nord Kivu et le Sud Kivu au Rwanda, ça, c'est vraiment un mauvais calcul. Moi, je dirais, c'est vraiment un mauvais calcul de la part du Rwanda. Ça ne peut pas se faire. Ce sont des terres des gens. Mais moi, je vous dirais que les Rwandais qui vivent au Congo pourraient vivre des choses vraiment inattendues. Hein. Soit le gouvernement, avec le temps, leur imposera les cartes de séjour. Ceux qui n'ont pas de cartes de séjour vont quitter le Congo. Parce que du coup, ils vont faire un recensement et produire des cartes, des cartes nationales d'identité pour les Congolais. Et puis, les étrangers, tout étranger doit avoir sa carte de séjour au Congo. Il y a cela 26 ans. Il y a cela 26 ans où tout le monde n'a pas besoin de carte de séjour au Congo. Et le Congolais eux-mêmes n'ont pas de carte d'identité nationale. 26 ans déjà. Mais tout ça là, ça dégrade l'administration du Congo. Comment on va travailler? Comment on peut savoir qui est qui au Congo? Qui fait quoi au Congo? Il faut que l'administration congolaise fonctionne. Il faut que l'administration fonctionne. Qu'on met un fichier national pour identifier tout Congolais, qui est Congolais et qui ne l'est pas. Quand vous êtes à Abidjan, il y a la police qui demande des cartes de séjour hein, dans la rue. La police ivoirienne vous arrête. Bonjour monsieur, votre carte de séjour ou votre visa. Mais le seul pays en Afrique où vous pouvez promener sans carte de séjour, sans visa, c'est le Congo. C'est pour cela que vous voyez plein de Rwandais profitent maintenant pour venir au Congo et rester. Parce qu'ils savent que non, il n'y a rien là-bas. Il n'y a même pas contrôle d'identité, il n'y a rien au Congo. C'est un paradis pour nous. On peut aller quand on veut, quand on peut. Tout ça va finir. Tout ça va finir. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. On a trop joué avec le Rwanda. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On a perdu beaucoup de temps pour développer notre pays. Pour construire des autoroutes, construire des quartiers, des villas, de belles choses au Congo. On a pris beaucoup de retard. C'est pour cela que vous voyez maintenant des pays, hier, qui étaient des petits pays, qui ne valaient absolument rien, commencent à se comparer maintenant au Congo. Le pays comme le Sénégal, le pays comme la Côte d'Ivoire. Nous, à l'époque, on les appelait des Ndingari, tous ces gens-là. C'est-à-dire des villageois de l'Est, de l'Ouest. On les appelait des Ndingari, c'est-à-dire des villageois de l'Ouest, à l'époque, des années 70, 80, 90. Mais regarde, ils ont eu un peu un train, ils ont construit un stade, ils ont construit une autoroute de 400 km, et maintenant ils commencent à dire « Ah, notre pays est plus beau que le Congo, est plus beau ». En 1960, le Congo avait déjà des bus électriques. En 1960, le Congo avait déjà des bus électriques. Et dans ces pays-là, il n'y avait que des dromadaires, des chameaux. Vous comprenez? En 1962, le Congo avait déjà les trains électriques. Et dans ces pays-là, il n'y avait que des dromadaires, des chameaux. Il n'y avait même pas de bus. Mais aujourd'hui, parce qu'on a... Mais regardez les gars, nous on a tous les moyens. Une fois la paix revient.
Une fois, on a la paix. 6 mois, c'est trop. 6 mois, c'est trop. Bon, c'est quoi là? Les États-Unis, ils veulent quoi? Ils veulent le cobalt, le minerai rare. Pour combien? L'exploitation de combien de temps? Au nom de 20 ans. Pour combien de milliards? Au nom pour 200 milliards. Donnez-les. Prenons 200 milliards. Qu'est-ce qu'on veut? 6 000 kilomètres d'autoroute. De 6 bandes, parce que c'est le Congo, le plus grand pays. 6 bandes aller, 6 bandes à retour. Quoi là? Métro, fais-moi métro là. Quoi? TGV, mettez TGV. Construisons des aéroports le plus vastes et le plus grand et le plus luxueux d'Afrique. Au bout de 5 ans, ce serait un Eldorado. Vous allez venir travailler chez nous comme vous étiez encore des années 80, des années 90. On avait des sentinelles sénégalais, maliens, guinéens, des sentinelles, des domestiques, des ouest africains. Mais nous, voilà, quand un éléphant dort, tous les animaux viennent jouer à côté de lui. Hein. Mais quand il se réveille, et même les lions se autoproclament les rois de la forêt. Mais lorsque l'éléphant se réveille, même les lions fouillent. Même les lions fouillent, je vous dis les gars. Merci à vous, merci Bikoudou, merci à toi. Merci pour vos commentaires. Moi, je ne fais que lire des commentaires parce qu'il y a un soleil qui me tape les yeux. Je peux pas, voilà, je peux pas tout lire. Bon, voilà. Alors, moi, si la paix revient, il faut qu'on fasse tout pour qu'on fait rentrer tous les Tutsis qui sont au Congo chez eux. Parce que chez nous, on en a marre avec ces gens-là. Il y a beaucoup de Rwandais, il y a des Tois, il y a des Hutus. Pourquoi seulement des Tutsis? Pourquoi ces gens-là aiment toujours la terre du Congo? Pourquoi toujours ces gens-là? On a eu des Zombo chez nous, on a eu des Mbata chez nous. Il n'y avait pas de problème avec des Angolais. Ils sont venus 5 millions, ils ont quitté leur pays, 5 millions des Angolais. Et à l'arrivée de Kabila, il y a eu des coopérations, des échanges. Et Kabila a demandé ceux qui veulent rentrer en Angola peuvent le faire. Il y a eu plus ou moins 1 500 000 Angolais qui sont rentrés. On avait même un grand artiste musicien, Samangwana, qui avait aussi plié ses bagages pour rentrer chez eux en Angola. Pourquoi toujours des Tutsis? Pourquoi toujours ces gens? Ils veulent quoi du Congo? Les terres du Congo sont occupées. Il y a des tribus, et des ethnies qui sont des propriétaires des terres du Congo. Ce n'est pas comme chez vous là-bas. Ici, chaque terre a une ethnique. Chaque terre a une tribu. Alors les gars, je crois bien que nous sommes proches à la fin du mandat de Tshisekedi. Souhaitons que tout se passe bien, qu'il nous remet notre pouvoir à nos peuples pour désigner maintenant l'homme qu'il faut à la place de celui qu'il fallait. Il est grand temps. On a assez souffert pour ce beau pays qui détient beaucoup de minéraux du monde. Et nous, on est victimes. Vous comprenez ce que je veux dire? On est toujours victime. Merci la team, merci à vous. Merci la team. Merci pour vos cadeaux. Merci, ça me touche au cœur. Merci la famille. Alors vous allez me dire que mes Google, pourquoi tu portes toujours bonnet? Il fait déjà chaud, il y a du soleil, il y a... Non, les gars. Je vous ai dit, hein, moi jusqu'au 1er avril, que j'enlèverai ou je porterai plus mon bonnet. Mais pour le moment, il y a un vent froid. Moi, je ne suis pas mec d'ici. Hein. Je n'ai pas joué avec la neige à mon enfance. Hein. Pour vous dire, je n'ai pas joué avec la neige à mon enfance. Donc, je ne suis pas mec d'ici.
Moi, je suis l'homme du soleil. Le descendant de Toutankhamon et d'Akhenaton. Voilà. Voilà. Merci à vous, la famille. Et je vous souhaite un très bon matin. Et je crois bien qu'on va continuer comme ça. On va continuer comme ça, à échanger, à discuter. Et pourquoi pas lire vos commentaires qui font aussi l'objet de l'émission. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.